Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, Philippe Rossi. Et les voix des entrepreneurs en ce jeudi soir avec Denis Jacquet qui est avec nous depuis les États-Unis, entrepreneur, fondateur du mouvement Day One, auteur de Covid, le début de la peur, la fin d'une démocratie, c'est aux éditions Erol. Bonsoir Denis Jacquet. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Et bonsoir à Thibaut que j'ai pas vu depuis une éternité. Effectivement, alors, on va présenter Thibaut Langzade et son livre dans quelques minutes. Tiens, nous recevrons un entrepreneur suisse dans deuxième partie, Robin Cornelius, ancien patron d'une marque de textile Switcher. Souvenez-vous, Switcher dans les années 80, fondateur de Product DNA et sa plateforme de traçabilité. Quelle est l'empreinte carbone du pantalon que vous achetez par exemple? Quelle quantité d'eau pour la produire? Eh bien, sachez que vous saurez tout sur vos produits achetés via une plateforme mais également une application. Robin Cornelius sera avec nous dans la deuxième partie de l'émission. Mais vous m'avez devancé, mon cher Denis Jacquet. Je vous propose tout de suite d'accueillir Thibaut Langzade. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous. Ravi de vous accueillir, ancien vice-président du MEDEF, aujourd'hui PDG du groupe Jouve. Vous défendez dans votre livre la création d'un dividende salarié pour mieux partager la valeur des entreprises. Alors, je vais présenter tout de suite le livre. Le dividende salarié, voilà, c'est aux éditions Télémac. Alors, tout d'abord, juste pour la forme, on va parler du fond, évidemment, pendant une vingtaine de minutes, mais pour la forme, vraiment bravo, parce qu'on peut le mettre n'importe où. Denis Jacquet, si vous avez un grand portefeuille par exemple, vous pouvez le mettre dedans, un petit sac, une petite sacoche, vous pouvez le mettre dedans, vous pouvez l'emporter partout. Le dividende salarié, vous l'avez lu Denis Jacquet, vous en avez entendu parler de la proposition de Thibaut Langzade? Alors j'ai découvert la proposition de Thibaut à travers ça, parce que malheureusement là, pour le coup, je suis un tout petit peu éloigné du quotidien français depuis quelques mois, mais je vais lire avec attention, et puis ça rejoint, on va en parler, un certain nombre de propositions qu'on avait faites il y a 4-5 ans sur d'autres sujets, donc je suis ravi, et ça ne m'étonne pas de Thibaut qui est toujours sur les bons thèmes au bon moment. Bon, alors vous proposez, Thibaut Langzade, d'étendre la participation à toutes les entreprises. Alors on va y revenir, à l'exception des entreprises de moins de 11 salariés. Bon, en fait, mis à part notre salaire, on serait récompensé via un dividende d'avoir participé à la richesse de l'entreprise. Juste une première question, pourquoi tout simplement ne pas proposer d'augmenter les salaires, puisque beaucoup le demandent et le proposent? Mais ce sont deux choses qui sont totalement différentes. Et il faut ne pas il faut mettre en parallèle la question de la rémunération, du salaire, des négociations qu'on peut avoir en entreprise, et la question du partage de la richesse produite par l'entreprise. Il y a deux mécanismes, un qui est créé par le Conseil national de la résistance, vous voyez, ça nous ramène à très très longtemps, par le général de Gaulle, qui est l'intéressement. L'intéressement, c'est un accord que l'on passe dans l'entreprise. On se fixe des objectifs et sur la base de ces objectifs, il y a une rémunération. Cette rémunération, elle est désocialisée, défiscalisée, ça s'appelle l'intéressement. Et puis, quelques années après, il y a eu les ordonnances de 1967, toujours par le général de Gaulle, qui dit il faut marquer une étape dans la démocratie en entreprise et mieux intéresser les collaborateurs à la création de richesses. Et pas par le salaire, mais par une quote-part du dividende. Et on crée la participation. La participation, dans sa formule probablement un peu complexe, et si je la cite là maintenant à l'antenne, je crois qu'on perd tous les auditeurs. On va éviter alors. Donc on ne va pas la donner, mais c'est une quote-part du dividende qui a été proposée par le général de Gaulle et qui marque cette première étape. Et puis, comme on sait bien faire en France, nos politiques passent par là, on complexifie la règle, on lui met une fiscalité et on fait évoluer la fiscalité, ce qui fait que les chefs d'entreprise, 30 ans après, 60 ans après, on dit mais finalement tout ceci c'est compliqué, c'est quand même plus simple de donner une prime. Bon, et puis le différentiel de charge entre l'intéressement et la participation et la prime est pas si grande, on donne une prime. Le gouvernement actuel a, au travers des dispositifs de la loi Pacte, supprimé le forfait social de l'intéressement et de la participation pour les entreprises de moins de 250 salariés et moins de 50 salariés et moins de 50 salariés sur la participation, et donc ce sont de nouveau des mécanismes attractifs, on va dire, pour les chefs d'entreprise. Mais je pense qu'il faut aller plus loin. Alors, en France, nous avons un principe qui est l'égalité. Et il y a une règle qui est le partage. Et je pense que 60 ans après les dispositifs voulus par le général de Gaulle, il faut revisiter ces mécanismes de partage et de distribution en entreprise. Donc concrètement, les salariés toucheraient le même dividende, c'est ça? Propose, pas tout à fait. Ce que je propose, c'est de renommer la participation dividende salarié.
c'est d'étendre la participation à toutes les entreprises, à l'exception des entreprises de moins de 11 où on maintient un dispositif d'une prime unilatérale. Et puis, de simplifier la formule de participation pour qu'elle soit plus rémunératrice pour les collaborateurs. Et enfin, le dernier point, c'est que on ne peut plus verser des dividendes sans verser de la participation. Donc il y a une règle de conditionnalité. Voilà les 3 principes que je mets sur la table, que j'essaye d'expliquer sur ce manifeste. Et je pense qu'aujourd'hui, où on veut des entreprises plus valeureuses, plus sociétales, plus responsables, il y a également un sujet qui est la meilleure répartition des richesses produites par l'entreprise. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que ce n'est pas un salaire. Un salaire, c'est contre un travail. Et donc, le salaire, il est garanti. La participation, le dividende salarié que je propose de mettre en œuvre, c'est bel et bien une quote-part du dividende pour le salarié qui participe à la création de richesse. Est-ce que ça ne risque pas de bloquer l'augmentation des salaires? Est-ce qu'il n'y a pas des chefs d'entreprise qui pourraient dire tu touches déjà par exemple un 13e ou un 14e mois grâce aux dividendes, je ne peux pas augmenter ton salaire? Est-ce que ce n'est pas le risque? C'est le risque, mais au moment où les chefs d'entreprise sont confrontés à une vraie difficulté, c'est de recruter. Ouais. Une vraie difficulté, c'est de fidéliser. Il faut à un moment regarder tous les dispositifs que l'on a sur la main pour garder nos collaborateurs et les attirer dans nos entreprises. Alors on va faire réagir Denis Jacquet, entrepreneur qui est avec nous. Personnellement, je suis séduit par la proposition. Est-ce que vous, Denis, en tant qu'entrepreneur, vous aussi, vous dites à Thibault Langsat, finalement, j'y pensais pas, mais ce serait peut-être une bonne idée, Denis Jacquet. Bon, Thibault a raison. Le problème, il y a 2 problèmes principaux dans le monde aujourd'hui. Il y a le problème de la répartition des richesses, qui n'a jamais été aussi crue que depuis la crise de 2008-2009. Et vu la beauté de la gestion de la crise, notamment européenne, mais aussi de quelques villes américaines pendant le Covid, qui a juste anéanti l'économie et propulsé les pays émergents vers l'extrême pauvreté, les écarts se sont encore plus accrus. On estime qu'il y a 140 millions de personnes de plus sous le seuil de l'extrême pauvreté. Donc la bombe sociale et sociétale absolue, c'est celle de l'écart des richesses et de l'inégalité des richesses. Et quand on voit la bombe, la deuxième qui arrive sur l'automatisation, qui va faire un massacre, vous associez les deux, ça fait juste un cocktail explosif pour à peu près toutes les sociétés occidentales, mais aussi des pays émergents. Donc si on n'adresse pas ce problème-là, on va même au-delà de savoir si c'est bien, pas bien, etc. C'est juste indispensable qu'à un moment donné, on répartisse mieux la richesse. Et je pense que les entreprises le feront toujours mieux que les États. Bon, alors ça, c'est mon côté, mais je pense que Thibault n'est pas forcément très éloigné de ça, même un petit peu plus libéral. La deuxième chose, on avait proposé, dans le cadre de l'Observatoire de l'ubérisation, d'étendre même cette notion, alors elle est un tout petit peu différente, mais de dividende, mais accrochée à des actions. C'est-à-dire quand on a vu les plateformes arriver, on a dit, bon, ok, si on considère, moi ce n'était pas mon cas, mais qu'on considère que les travailleurs des plateformes, c'est les nouveaux esclaves modernes, bon, moi je trouve que les seuls esclaves qui existent, c'est ceux qui restent au chômage de longue durée, mais ça fait plaisir à des gens de gauche de répéter ces mots un peu idiots et faciles à l'antenne un peu partout. Si on considère ça, à ce moment-là, le jour où notamment Uber rentre en bourse, si les salariés, ceux qui sont des indépendants, pouvaient participer à la fête, ça serait fantastique. Et donc on avait proposé de mettre des mécanismes chez Deliveroo, chez Uber, chez d'autres, en disant mais donnez-leur sous forme d'achat avec un abondement l'accès au capital, ce qui fait que le jour où vous faites une super entrée en bourse, tout le monde participe à la fête. Alors c'était une façon un peu différente de partager la richesse, mais c'était aussi une voie qu'on avait explorée. Alors moi je mettrais juste deux petits bémols, je ne sais pas si ça en sont, mais c'est plus sur les modalités. Thibault comme moi, on connaît bien un monsieur pour qui je pense on a tous les deux beaucoup de respect, qui s'appelle Xavier Fontanet, qui a dirigé Essilor, et il a fait en sorte qu'il y ait un gros paquet du capital de l'entreprise, mais il y en a d'autres, mais c'était un des plus vertueux, qui aille aux salariés. C'est-à-dire qu'en fait, je crois qu'il y a eu jusqu'à 18% du capital entre les mains des salariés. Ce qui veut dire que pour moi, je préférerais une formule dans laquelle on permette aux salariés, tous, et pas seulement les cadres, les hommes clés, les femmes clés, tout le monde puisse rentrer au capital d'une entreprise avec des facilités et une souplesse et un abondement pour le faire, et qu'on devienne actionnaire. Mais pour moi, et d'ailleurs Xavier le disait comme ça aussi à l'époque, ça se mérite et où ça s'achète. Et là j'explique rapidement, ça veut dire que
si Philippe, vous êtes chez Auchan, Thibault, vous êtes chez Microsoft, on ne va pas vous donner vos actions. Vous allez les acheter. Peut-être pas très cher, peut-être mais vous allez les acheter. Et si vous ne les avez pas achetés, vous les avez mérités. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez fait un peu le extra mile, comme disent les Américains, donc vous avez fait un peu plus que ce que vous demande votre salaire. On a mesuré votre performance et donc en échange, on vous donne des BSPCE, ce qu'on appelle des stock options facilement, etc. Et donc, vous devenez actionnaire. Et donc ça, c'est vraiment super intéressant parce que vous faites de la terre entière des actionnaires. Alors se pose toujours le problème des petites et moyennes entreprises, où là c'est compliqué parce que devenir actionnaire d'une boîte qui n'a pas de valeur sur le marché parce qu'il n'y a pas de titre, vous ne pouvez pas l'échanger, vous ne pouvez pas le revendre, ou très con pour une boîte de moins de 250, voire même de 50 personnes. Mais imaginez que tout le monde devienne plus largement actionnaire, vous touchez des vrais dividendes comme des actionnaires. Du coup, se pose moins le problème de savoir si l'un touche, l'autre touche, ou d'être obligé d'associer. À partir du moment où vous avez associé tout le monde, tout le monde touche. Donc du coup, mais c'est vrai qu'on a tous été choqués à un moment donné d'affaires où les boîtes étaient dépecées, et puis le dirigeant qui avait dépecé la boîte, voire l'avait vendue, fait disparaître, a touché le pactole et que les autres sont restés sur le carreau. Thibault Langsat, j'imagine que vous y avez pensé à ce que tous ces salariés deviennent actionnaires. Pourquoi ne pas l'avoir retenu Oui, mais alors Denis Jacquet est un homme moderne et est un spécialiste, et en plus un spécialiste des entreprises dont son thème est l'ubérisation, donc de toute cette nouvelle économie. Et dans cette nouvelle économie, les mécanismes d'attribution d'actions, de stock, d'actions gratuites, de BSPCE en France est monnaie courante. D'abord parce qu'on parie sur du futur, il faut embarquer les collaborateurs, et d'embarquer les collaborateurs, on ne peut pas leur donner un immense salaire tout de suite, et donc on les associe sur du futur. Donc c'est très vrai. Et puis les grandes entreprises, elles ont déjà des outils qui permettent, parce que les capitaux sont ouverts, de mettre aisément, on va dire, des actions à disposition, voire de leur donner, voire de les faire acheter sur des prix préférentiels. Ça, c'est l'apanage des grands groupes, et c'est, j'ai envie de dire, la primeur des entreprises de la nouvelle économie. C'est la chance qu'elles ont. En revanche, vous avez 3 millions d'entreprises en France, vous avez 150 000 PME en capacité d'exportation, vous avez 2 millions de toutes petites entreprises. Et puis, ces entreprises, elles sont détenues par leurs dirigeants, parfois leurs familles, et avec des capitaux qui sont cadenassés parce que la pression fiscale qui s'exerce sur ces entreprises depuis très longtemps fait qu'elles se sont protégées, elles se sont optimisées, dans le bon sens du terme, pour préserver, on va dire, leur outil industriel et le capital de cet outil industriel. Et donc, ouvrir le capital d'une petite entreprise, c'est pas évident, c'est compliqué. C'est à la fois très onéreux juridiquement, et puis en plus, je vais prendre une expression anglaise, il faut faire un carve-out. Parce que le chef d'entreprise, il aura mis peut-être l'immobilier dans une SCI familiale pour pouvoir justement mieux sécuriser son actif. Il aura peut-être mis ses outils et ses machines autre part, ses brevets dans une autre structure. Et donc, s'il veut donner une partie de son entreprise, ou en tout cas libérer des actions qui pourraient être achetées, comment il fait ? Sur quelle part, sur quelle valeur? Et donc, on a des entreprises qui s'y prêtent pas. Les Anglais sont beaucoup plus pragmatiques. Les Anglo-Saxons, par nature, sont plus flexibles. Ouvrir son capital quand on est aux États-Unis, c'est monnaie courante. En France, dans nos TPE, dans nos PME, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Que ce soit de la boulangerie, que ce soit d'une entreprise de service. Et donc, pour aller vite et pour avoir cette clé de répartition la plus efficiente, c'est pour ça que je propose un dividende salarié. Mais oui, Denis a raison. C'est beaucoup plus simple de donner des actions. C'est beaucoup plus simple d'acheter des actions. Parce que là, vous vivez le rythme de l'actionnaire. Vous avez le dividende de l'actionnaire. Mais si on veut améliorer de façon tangible et le rendre accessoire à tous les collaborateurs, la participation, qui n'est qu'une quote-part finalement de ce dividende, elle permet cette meilleure clé de répartition. Quand il y a un effort collectif, eh bien de toucher un surcroît. Et puis il y a aussi des salariés qui auront peur d'entrer dans le capital, de devenir actionnaire aussi. Oui, mais aujourd'hui, un salarié, quand on lui dit tu peux abonder dans ta participation sur un plan d'épargne entreprise, dans beaucoup d'entreprises, une partie de ce plan d'épargne entreprise est adossé sur des valeurs d'actions appartenant à l'entreprise, donc qui participe déjà à ce mécanisme de risque, on va dire, en investissant dans ce PE. Est-ce que les entreprises auront, alors pas toutes évidemment, mais les moyennes en tout cas, est-ce qu'elles auront les moyens financiers de reverser des dividendes comme ça ? Je pense qu'il faut bien regarder la capacité des entreprises à motiver et à fidéliser leurs collaborateurs. Et donc, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises mettent en place de l'intéressement. Certaines d'entre elles mettent en place une formule
de participation de façon facultative. Et je pense que la vraie clé, c'est de pérenniser ces collaborateurs, c'est de les fidéliser, on va dire, dans l'entreprise et de les motiver. Et ces clés de répartition qui peut-être être adaptées, on va dire, dont les modalités peuvent être discutées, est une forme d'équité sociale. Est une forme de réconciliation autour de cette notion de dividende. Et puis, disons-le clairement, c'est insupportable chaque année, où, au moment où les grandes entreprises publient leur bilan, de crier à la spoliation quand elles versent des dividendes. Le dividende, c'est sain. Le dividende permet l'investissement. Le dividende permet l'impôt, de prélever l'impôt. Et donc, on est le seul pays au monde où, quand on verse des dividendes, on crie en clair à la spoliation. Donc il faut réconcilier les Français avec cette notion de dividende. Alors, il nous reste une petite minute et demie. Je vais vous faire réagir dans un instant, Denis Jacquet. Très vite, dans 6 mois, c'est l'élection présidentielle. Est-ce que vous allez essayer de convaincre les différents candidats? Je sais qu'Emmanuel Macron vous a confié une mission sur l'épargne salariale. Tiens, est-ce que vous lui en avez parlé? Est-ce que vous avez envoyé votre livre à l'Élysée? Le livre a été envoyé à tout le monde. En plus, je suis encore dans le cadre de cette mission, mais j'espère surtout que tous les candidats vont en parler. Le point, c'est que pour moi, c'est pas une campagne présidentielle, c'est un véritable référendum autour de cette question d'équité et de partage de la valeur qu'il faut mettre en place. Denis Jacquet, très vite, est-ce que Thibault Langsat vous a convaincu, hein? Un dividende salarié plutôt que d'entrer dans le capital? Non, mais en fait, je pense, sans rentrer dans la complexité française, il faut s'adapter à différentes situations. Le rythme d'une boîte de moins de 10 personnes, et il l'a dit tout à l'heure d'ailleurs en intro, c'est pas la même chose qu'une boîte de 160 000 salariés, c'est pas la même chose qu'une boîte digitale, et c'est pas la même chose. Donc, je pense qu'en fait, il faut réussir à faire un système qui pousse vers de l'actionnariat, le rendre beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, et faire en sorte effectivement, parce que vous posiez, Philippe, la question de oui, mais est-ce que la boîte en a les moyens? Si elle verse son dividende, c'est qu'elle a les moyens d'en verser, donc elle peut le verser aussi à la participation à ses salariés. Il faut qu'on le rende fiscalement extrêmement léger, en considérant que l'économie d'impôt, de ce que ne touchera pas l'État, c'est quelque chose qui va se reverser dans la consommation, dans une forme de bonheur aussi et d'espoir et de réconciliation avec l'entreprise. Et je pense qu'on en a vraiment extrêmement besoin. Merci. Mais j'insiste. Il faut, ça se mérite. Et il y a des situations extrêmes que je ne citerai pas aujourd'hui, mais qui font qu'il y a des gens à qui on ne doit pas et on ne veut pas les verser. Donc il faut réussir à faire en sorte d'aménager un petit peu toutes ces... Merci Denis Jacquet, entrepreneur. Merci Thibault Langsat, PDG du groupe Jouve. Et votre proposition, votre livre, là, c'est le dividende salarié aux éditions Télémac. Vous êtes amis, mais je vais vous envoyer ce petit livret, mon cher Denis Jacquet. Il va m'envoyer la version électronique. Voilà, vous aurez le petit livret. Merci Thibault Langsat, merci à vous. Dans un instant, nous serons rejoints par Robin Cornelius. C'est un entrepreneur suisse, ancien patron d'une marque de textile et fondateur de Product DNA. C'est une plateforme de traçabilité. Il y a l'application également. Robin Cornelius dans un instant qui nous racontera son incroyable parcours. Restez avec nous, à tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, Philippe Rossi. Vous écoutez les voix des entrepreneurs sur Sud Radio, ancien patron de la marque textile Switcher à la tête aujourd'hui de Product DNA. Robin Cornelius n'a cessé d'innover en matière de développement. Sa petite entreprise à lui, eh bien, c'est la traçabilité. Son credo, c'est la traçabilité. Il va nous raconter son parcours des années 80 jusqu'à ce jour. Robin Cornelius est avec nous. Bonsoir. Bonsoir à vous. Robin Cornelius vous présente pour les auditeurs, ceux qui ne vous connaîtraient pas, fondateur de Switcher et de Product DNA. Vous êtes fait connaître avec la marque textile Switcher lancée, alors c'était il y a longtemps, en 1981. Mais on retrouve, vous n'êtes plus au sein de Switcher depuis quelques années, mais effectivement on peut retrouver cette marque encore si les auditeurs nous écoutent et veulent voir un petit peu ce qu'était Switcher. C'est encore possible sur Internet maintenant. Dans une proportion très réduite, il me semble. D'accord, très bien. Mais en tout cas, vous allez pouvoir voir des articles, et j'en ai trouvé beaucoup sur Switcher. Votre cheval de bataille, c'est le développement durable. Quelle est l'empreinte carbone du pantalon que vous portez, par exemple? Quelle quantité d'eau il a fallu pour la produire? Ça, c'est les questions que vous posez, mais aussi que vous vous posez de plus en plus. On va en parler. Et en 2005, eh bien, vous lancez la société Product DNA, ainsi que cette plateforme de traçabilité, respect-code.org. Est-ce que vous pouvez nous raconter, Robin Cornelius, on a un petit peu de temps à passer avec vous, les débuts dans les années 80, lorsque vous êtes devenu entrepreneur à 25 ans, sans révéler votre date de naissance, mais si vous êtes bon en calcul mental, ça devrait le faire. Comment vous avez créé Switcher et est-ce que ça a été chose facile?
Alors pour être très ouvert, j'ai la carte vermeille depuis samedi passé. C'est 65 ans, on est d'accord. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Et en 81, si c'était difficile, non, c'était même plus facile, j'imagine. Qu'aujourd'hui, c'est exactement là où je voulais vous emmener. C'est plus facile d'être entrepreneur, c'était plus facile dans les années 80 qu'aujourd'hui, vous pensez? Je pense parce que les banques jouaient leur rôle. Les méthodes ont changé. Mais des filtres, il faut des conditions. Pour un jeune qui veut commencer, il faut vraiment qu'il ait la niaque, comme on dit, parce que c'est difficile. Ce que j'entends autour de moi. Ouais, compliqué. Compliqué. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais vous ne leur conseillerez pas, vous ne leur avez pas conseillé de se lancer dans l'entrepreneuriat? Oui, j'ai 3 enfants d'ailleurs. Ouais. Mais non, c'est pas une elle est dans le médical, l'autre elle est dans l'IT, le technique, puis l'autre elle est artiste, donc non, ils ne sont pas concernés. Qu'est-ce que vous retenez de ces années Switcher? Tout. Magnifique. Si je suis là, c'est grâce à Switcher. Grâce au jardin que j'ai construit pour développer des idées un peu pionnières, soyons francs. Je veux juste revenir sur le point des banques. Ouais. Quand vous sortez d'HEC, Sciences Po, on est gonflé à bloc, ou on a pris 2 options. On va travailler chez des grands groupes, cravate, un bon salaire. On se dit non, jamais. Puis on se met à son compte. Et à l'époque, on pouvait parler aux banquiers. On leur disait, voilà, j'ai besoin de ça. Ah, monsieur, les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel. Ça dépend de la perspective. Et on croit être bon, parce qu'on a un bagage, et on peut y aller, on a du culot. Mais tant, c'est beaucoup plus difficile, c'est pour fermer la parenthèse. C'est pas nécessaire de faire des études, mais avoir 2-3 éléments crédibilise un peu le jeune qui vient de chercher des sous. Voilà. Alors, évidemment, en 2005, je l'ai dit, vous avez donc lancé Product DNA. Comment vous en êtes arrivé à créer votre plateforme de traçabilité? Quel a été le déclic, au fond? On revient sur les années Switcher. Bien sûr, oui, tout part de là. Parce qu'en fait, Switcher, c'est un concept textile, produit basique, t-shirt, jogging, chemise, sourcés, pantalons, sourciers, d'abord au Portugal, après l'Inde pour le coton, la Chine pour les matières, les polaires à l'époque. Et donc, en sourçant tous ces produits, que je faisais moi-même, j'aimais bien, j'ai passé beaucoup de temps à développer des produits, et bien, l'important, c'est pas le produit, c'est comment on fait le produit. Alors, on avait des règles de base, pas de travail d'enfant, ça paraît évident aujourd'hui, il y a 30 ans. Pas de travail d'enfant, des heures de travail respectables, des health and safety, c'est des normes de sécurité, éducation. On a ouvert plein d'écoles, une petite dizaine d'écoles. C'est des pesticides utilisés, coton organique, etc., etc. Donc, quand on fait tout cela, comment le communiquer aux clients? On met des pubs, non? C'est là qu'on a eu l'idée de créer une plateforme, un petit software, on rentre tous les éléments, les étapes de chaque production. Il faut respecter chaque responsable d'étape. Ils sont dans l'ombre. Nous, on voit que la surface des choses, un produit et un prix. Une marque haut de gamme, bas de gamme. Mais c'est pas ça, c'est le tout. On est d'accord? Donc, en remontant toutes ces chaînes, en les mettant de manière synthétique sur une chaîne d'approvisionnement, sur un software, on y met un QR code. Et quand la marque est prête, après avoir fait cette traçabilité, elle va apprendre beaucoup de choses. Les risques potentiels de réputation, où elle fait des belles choses qu'il faut communiquer, des actions remarquables, par exemple. Quand elle a fait tout ce travail, la marque, elle décide d'aller en transparence, elle publie le code. Et le consommateur, il peut scanner le code, puis il voit toute la chaîne qui déroule. C'est aussi simple que ça. Alors vous avez été pionnier, puisqu'en 2005, peu d'entreprises communiquaient sur la traçabilité de leurs produits. Ça a été compliqué, ça, j'imagine, oui, il y a une quinzaine d'années. On avait une avance, on avait une opportunité. Ouais. On était les seuls à avoir fait la traçabilité, les premiers. C'est un business pour les marques, tiens, la traçabilité. Est-ce qu'elles vendent plus en étant transparentes? Alors, on peut mesurer par Google Analytics sur un produit, sur un e-shop, où il met un widget, c'est un terme un peu technique, quelques éléments clés sur un produit, le CO2, la consommation d'eau, etc. Et puis, sur un autre, il ne le met pas. On peut mesurer combien de gens vont voir ces informations avant l'acte d'achat, et puis sur un autre produit qui n'a pas ces informations, similaires, on va dire, lequel va grandir. Oui, on peut mesurer. Mais la question, c'est pas de savoir, ils veulent vendre plus. On est d'accord. Ben oui. Mais leur priorité, c'est de mieux maîtriser leur chaîne, même si elles ne vendent pas plus. En maîtrisant la chaîne, elles peuvent améliorer les chaînes de production,
On utilise la blockchain, les handshakes, c'est des termes un peu techniques. Elle maîtrise mieux la production, donc elle peut améliorer ses coûts. Elle motive ses filiales, ses fournisseurs en amont, parce qu'ils font partie, on vous met en valeur, parce qu'ils apparaissent sur le respect code sur le site. Donc ils sont plus dans l'ombre. Et puis enfin, peut-être le plus important, elles peuvent identifier, anticiper des risques potentiels de réputation. Si dans une chaîne, il y a beaucoup d'heures où ils achètent 2 fois plus chez celui-là que l'année passée, est-ce qu'il a les capacités, est-ce qu'il sous-traite, etc., etc. Puis, le dernier point, le plus important, si elle ne prend pas le train maintenant, elle n'a aucune chance. Aucune chance. Alors, la transition écologique, c'est d'actualité. Beaucoup en parlent, beaucoup la demandent, et rapidement. Est-ce que, et ce sera notre dernière partie, est-ce que selon vous, à ce niveau-là, le Covid va changer les choses, les mentalités? Est-ce que cette transition va se faire plus rapidement, selon vous? Est-ce que le Covid va changer? Ouais, est-ce que le Covid a changé les choses? Mais Philippe, le Covid n'est pas derrière. Non. On est déjà dans un autre paradigme. Tout a changé. La manière de consommer. On achète local, les échoppes fleurissent partout. On veut connaître la personne. Point. On achète en vrac. On veut moins acheter dans les pays... Au début, c'était le problème de la Chine. On avait très peur de la Chine. Lié au Covid, qui n'a pas de sens sur les produits. Mais aujourd'hui, on achète local. On veut connaître. Je vais acheter, pas à Paris, je vais acheter chez Philippe. Je vais produire quelque chose, pas en Inde, made in India, mais made in l'usine X en Inde. Mettre un visage sur les gens. Et ça change. Et puis le dernier point, peut-être clé, ce qui change, c'est qu'avec ce Covid, tout s'est arrêté. On développe la 2 dimensions. On fait des Teams, je passe des heures par jour en Teams, en Skype, etc. Il n'y a plus le présentiel d'ailleurs. Je suis ravi d'être là. Le présentiel, il ne va pas revenir comme avant. Donc on fait des micro-vidéos, on filme toutes les étapes. Puis la marque peut montrer sa vidéo en 30 secondes. Chacun filme son étape. Pas des vidéos léchées, des vidéos objectives. Et le 2 dimensions va devenir de mise. Et donc, en ayant tous ces mois de réflexion, tout s'arrête, des commandes, tout ralentit. Les gens commencent à réfléchir. Ils sont plus focalisés sur objectif, demain, aller vite voir le client, sauter dans sa voiture. Donc, il y a eu un moment de réflexion. Et maintenant, ça vient. Les gens vont plus jamais revenir comme avant. J'en suis convaincu. Merci à vous, Robin Cornelius. Merci, c'était un plaisir. Alors, patron de Switcher que vous avez lancé en 1981, puis depuis une quinzaine d'années, et on parle traçabilité depuis quelques minutes, la société Product DNA. Merci à vous, Robin Cornelius. Allez, merci à vous, merci de nous avoir suivis, 19h56 sur Sud Radio. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec le Loft Musique, le Loft qui rend hommage ce soir à Georges Brassens. Voilà, demain, ça fera 100 ans que le chanteur Georges Brassens est né, mais ça fera 40 ans également demain que Georges Brassens a disparu. Yvan Cujous et toute son équipe rend hommage dans quelques minutes à Georges Brassens. Restez avec nous.